Le pousse-pousse. Partie 1. Il portait une tenue invraisemblable qui le faisait ressembler davantage à un clochard ou à un évadé de bagne qu'à un travailleur honnête. Son torse était moulé dans un tricot décoloré, troué et déchiré, par-dessus lequel il avait passé un caban en toile caoutchoutée fendu dans le dos et qui était censé le protéger de la pluie. Le pantalon informe et rapiécé, tout effiloché aux jambes, lui donnait un petit air hippie, assez incongru dans ce milieu. Enfin, il était coiffé d'un vieux feutre cabossé auquel on avait coupé le bord pour ne laisser subsister qu'un morceau large de 2 mains et qui faisait office de couvre-nuque. Les pieds étaient nus et gris de poussière. En considérant cet épouvantail avec plus d'attention, on aurait découvert sous la crasse les traits d'un jeune homme. Avec surprise, on aurait remarqué son air intelligent et décidé, le pli volontaire de la bouche, puis les jambes nerveuses et solides, les épaules larges et les muscles saillants. S'il s'agissait vraiment d'un vagabond, c'en était un spécimen peu ordinaire. Autrefois, il aurait probablement eu sa place sur le gaillard d'avant d'un vaisseau pirate ou encore aux côtés de Ngongo Lutet, grand révolutionnaire et sanguinaire de la période trouble des années 1960 au Congo, RDC. À Kinshasa, où il était né et où il se trouvait dans son élément, il faisait couleur locale. En outre, il était fort apprécié par ceux de sa profession où il excellait. Lorsqu'il rencontra Marie pour la première fois sur le seuil du magasin d'ameublement dont elle surveillait les vendeurs, en l'absence de sa mère, Odon était habillé de ses défroques de travail. La jeune fille prêta à peine attention à ce garçon qui venait écraser son nez sale contre la vitrine pour admirer les fauteuils moelleux et les tables de salon bien sculptées. C'est tout juste si elle lui jeta un regard méfiant, pensant qu'il s'agissait encore d'un de ces jeunes bandits cherchant à commettre quelque mauvais coup. Elle lui ferma la porte au nez et alla se réfugier derrière la caisse enregistreuse, prête à faire appel à son personnel pour se jeter sur l'intrus, si jamais il faisait mine de pousser le battant vitré. Lorsqu'il revint le lendemain, elle ne le reconnut pas. Forcément, il avait changé de tenue, portant chaussures de fantaisie, pantalon en coton et blouson de cuir. Sous cette tenue, il se présentait très à son avantage, et plus d'une femme tournait la tête pour le regarder passer. Très à l'aise, il exprima le désir de voir différents modèles de salon. Marie, ayant flairé le client sérieux, vint immédiatement prêter main forte au vendeur. Ce fut l'occasion pour les 2 jeunes gens d'échanger différentes considérations sur l'ameublement, sur la construction, sur le coût de la vie et sur la mode. Ils en arrivèrent même à aborder des problèmes qui n'avaient rien de commun avec le magasin, comme la musique, la danse et les loisirs en général. Mais, se reprit tout à coup Marie, il me semble que vous étiez venu pour acheter un salon. C'est exact, reconnut Odon. Mais je ne suis pas encore bien décidé. Il me faudrait d'abord l'avis de ma fiancée avant de m'engager. Amenez-la donc avec vous la prochaine fois, l'invita la jeune fille, un peu dépitée de savoir ce beau garçon déjà lié à une autre. C'est ce que je devrais faire en effet. L'ennui, c'est que cela risque de retarder encore mon choix. Il faudrait au préalable que je me trouve une fiancée. Sidérée, Marie resta bouche bée devant ce singulier client avant de réagir avec emportement. « Ah, je vois. Vous êtes un plaisantin qui vient me faire perdre le temps. Vous avez pris le premier prétexte venu pour vous introduire dans ce magasin et lier connaissance. Pas du tout, citoyenne. Je vous jure que j'ai réellement l'intention d'acheter un salon pour meubler mon intérieur. C'est en prévision de mon prochain mariage que j'ai pris cette initiative. Ce qui est vrai aussi, c'est que je ne suis pas encore fixé sur la personnalité de la fille que j'épouserai. Eh bien, réglez d'abord ce point, il sera encore temps de songer à votre mobilier par après. Vous avez raison, citoyenne, je vais réfléchir. Odon sortit fort dépité de la tournure qu'avait prise l'entretien. Cette fille lui plaisait assurément, mais elle semblait bien difficile. Il résolut de ne pas brusquer les choses et d'attendre quelques jours avant d'entreprendre une nouvelle tentative. Le lundi suivant, qui pénétra d'un air conquérant dans le magasin,
alors que Marie se trouvait seule avec un vieux vendeur. Odon, bien sûr. Marie, en le reconnaissant, sentit battre son cœur un peu plus vite. Elle n'en montra pourtant rien, se bornant à froncer les sourcils et à demander d'une voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. « Alors, vous avez pris une décision. Je croyais que vous alliez m'amener votre future femme pour choisir le salon. » Odon prit un air désolé pour répondre, en se tordant les doigts. « Hélas, non. Toutes les filles que j'ai passées en revue ne m'emballent pas réellement. D'ailleurs, on m'a toujours dit qu'il ne faut pas se montrer trop pressé lorsqu'il s'agit d'une chose aussi importante que le mariage. Dans ce cas, je ne comprends pas votre présence ici. Mais si, n'étant pas décidé pour la fiancée, je suis résolu à aller de l'avant pour le salon, en recourant à l'avis d'une autre personne. » La jeune fille s'assombrit davantage, ne voyant pas où voulait en venir ce sympathique entêté. « Voyez-vous, citoyenne, » se hasarda Odon, « je voudrais vous demander un grand service, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. »« En quoi puis-je vous être utile, citoyen ?» interrogea Marie sur un ton quasi professionnel. Le garçon se racla laborieusement la gorge et se gratta les cheveux avec force avant de se jeter à l'eau. « Si vous vouliez faire comme si vous étiez ma fiancée, vous pourriez me guider dans mon choix. » Marie se redressa avec le calme d'un serpent à qui on a marché sur la queue et ouvrit la bouche pour remettre le téméraire à sa place. Mais lorsqu'elle vit son air désolé et son attitude embarrassée, elle se détendit, sourit même avant d'éclater de rire. Odon fit de même et ils se mirent à se tordre de joie tous les deux sans savoir exactement pourquoi ils riaient. De toute manière, la glace était rompue et Odon avait fait un grand pas en avant. Lorsque leur excès de gaieté fut passé, ils se mirent à bavarder amicalement. Odon revint le lendemain pour dire un petit bonjour, et le samedi soir, ils allaient ensemble au cinéma. Cette première sortie fut suivie de beaucoup d'autres. C'est ainsi qu'ils devinrent de bons amis, avant de parler franchement de fiançailles et de mariage. Sur ce chapitre, Marie se montre très stricte, très respectueuse des usages. « Tu devras voir mon père et surtout mon oncle pour discuter de la dot et des invités pour prendre contact avec ta famille. C'est bien ce que je comptais faire. Il faudra aussi que tu leur dises ce que tu fais dans la vie. » La jeune fille se rendit compte alors qu'elle ignorait tout de la profession d'Odon, n'ayant jamais abordé ce sujet avec lui. « C'est vrai, je m'aperçois tout à coup que je ne t'ai jamais demandé où tu travaillais. » Le garçon éluda adroitement la question. « Oh, tu n'as pas à te faire de soucis. Je me débrouille pas mal. Tu ne m'as jamais dit si tu étais fonctionnaire, professeur ou commerçant. Je suis dans les affaires. Tu as un magasin, un dépôt, une buvette. Je m'occupe du transport. » Ils en restèrent là et Marie ne pensa pas à pousser plus avant ses investigations. Après tout, Odon était beau garçon, savait s'habiller, se tenait correctement et ne se comportait pas comme les jeunes fous de son âge. Il semblait avoir de l'argent et parlait souvent de la maison qu'il n'avait pas encore entièrement aménagée. Que faut-il de plus à une jeune fille sérieuse et prise pour la première fois? C'est cette somme que nous exigeons et c'est mon dernier mot. Sans oublier les pièces de tissu pour la maman, les bouteilles de cognac pour moi et les 12 casiers de bière pour la famille lors des fiançailles officielles. Pour le mariage, nous aurons encore le temps d'en discuter. C'est une grosse somme que vous nous demandez, citoyens. N'oubliez pas que nous venons de vous amener 3 chèvres. À mon avis, c'est à déduire du montant de la dot. Je ne suis pas d'accord. Je considère que vos chèvres, qui ne sont pas bien grasses, reconnaissez-le, constituaient l'entrée en matière, si j'ose dire. Les 2 hommes, l'oncle de Marie et le grand frère d'Odon, discutent délicatement depuis près de 2h30 et ne semblaient pas près de tomber d'accord. Les autres membres des 2 familles qui s'étaient déplacés pour la circonstance n'interviennent pratiquement pas dans les débats. Ils avaient confié la défense de leurs intérêts respectifs à leurs 2 champions. Tout le monde suivait donc attentivement la discussion sans se hasarder à y mettre son grain de sel. Assis à l'écart en compagnie de ses cousins et d'un grand-oncle, Odon se dominait difficilement. 100 fois, il avait été sur le point de se lever pour entrer dans la bagarre et inviter son grand frère à céder aux exigences du préposé chef de Marie.
Chaque fois, le vieillard à ses côtés lui avait fait comprendre d'une pression de main qu'il ne pouvait intervenir. La fiancée ne s'était pas encore montrée. Suivant la coutume de son clan, elle restait enfermée dans sa chambre et ne serait autorisée à venir se montrer qu'après l'accord des deux parties. Personne n'avait non plus été invité à boire, tant que le différend qui opposait provisoirement les deux familles ne serait pas tranché à la satisfaction de chacun. Après qu'une nouvelle heure se fut écoulée en discussions stériles, Odon n'y tint plus et réclama une suspension de séance pour que son clan se concerte un moment à l'écart. Le frère aîné, très mécontent de cette entorse aux règles coutumières, demanda au jeune homme quelle mouche l'avait piqué et s'il se considérait comme le chef de la famille pour se permettre de telles libertés. « Si je ne suis pas le chef du clan, » répliqua Odon. « Par contre, c'est moi qui vous aide tous à subsister grâce à mon travail, hommes et femmes, jeunes et vieux. Par conséquent, j'estime avoir mon petit mot à dire dans cette affaire, d'autant plus que j'en suis le principal intéressé. » « Tu trouves que je ne conduis pas correctement la transaction ?» fit le grand frère dépité. « Je vois que vous perdez votre temps à argumenter dans le vide. Moi qui suis commerçant dans l'âme, je sens bien que ce qu'ils ont exigé, ils n'en démordent point. Donnez-leur ce qu'ils demandent et qu'on en finisse. De toute manière, c'est moi qui paie. » Alors, lorsque les négociations reprirent, un terrain d'entente fut aisément trouvé puisque le clan d'Odon souscrivait désormais à toutes exigences de ceux de Marie. On apporta la boisson, on fit venir les musiciens, ils attendaient derrière la maison, et on fit comparaître la jeune fille à qui l'oncle signifia qu'elle était désormais la fiancée d'Odon. Elle alla s'asseoir à ses côtés et chacun vint les féliciter à tour de rôle. Dans la conversation générale qui suivit, on débattit encore quelques problèmes secondaires. La date probable du mariage, le quartier où les nouveaux époux iraient habiter, les ressources du futur marié et ses activités. À ce propos, tous les membres du clan d'Odon se retranchèrent curieusement derrière une formule très vague. Il s'occupe du transport. Aux indiscrets qui tentaient d'en savoir un peu plus, on laissa entendre qu'il s'agissait surtout de transport de marchandises. Quant à ceux qui cherchèrent à se faire une idée des ressources d'Odon, ils durent se contenter de la réponse suivante. C'est lui qui fait vivre tout le clan. Il y avait là de quoi satisfaire les plus difficiles. L'oncle de Marie apprit en outre que le complément de dot, il venait de recevoir une bonne somme d'argent, lui serait versé par le fiancé lui-même et non par le représentant du clan, apparemment incapable de réunir une telle somme. Le prétendant semblait donc avoir les reins solides, et Marie allait faire un très avantageux mariage qui profiterait aux siens, bien qu'ils fussent déjà très à l'aise. Vers la fin de la soirée, avant de se séparer, l'oncle demanda à Odon s'il pouvait se rencontrer seul à seul au cours de la semaine suivante. « J'aimerais vous voir chez vous, sinon dans vos bureaux. Je pourrais ainsi me rendre compte par moi-même de l'importance de votre entreprise », ajouta innocemment le rusé porte-parole du clan. Odon n'hésita que quelques secondes. Après avoir jeté un bref coup d'œil en direction de son frère aîné qui tendait l'oreille, il répondit « C'est entendu. Je vous attendrai vendredi, si cela vous arrange, à partir de 5h30. Le siège de ma compagnie se trouve au numéro 127 de l'avenue des Bangalas. Ne venez pas avant l'heure fixée, car vous risquez de ne pas m'y trouver. Je suis généralement en tournée jusqu'à 4h30. Le citoyen Odon, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Êtes-vous sûr qu'il travaille ici ? Sûr et certain, c'est lui le patron. On vous a certainement trompé, citoyen. Le responsable de la boîte, c'est Carlos. L'oncle de Marie se tenait tout décontenancé devant une sorte de portier à la mine peu engageante, vêtu d'un short kaki en lambeaux et d'un gilet de corps troué et crasseux. Il était négligemment appuyé contre une petite porte à la couleur écaillée portant une inscription à la craie « Bureau ». Ce surveillant veillait à l'entrée d'un porche béant où s'engouffrent des pousse-pousse, peints uniformément en vert sale et portant des numéros en lettres blanches.
Les conducteurs de ces engins n'avaient pas l'air plus avenants que le portier de service. Habillés de linge déchiré, pieds nus, coiffés de feutres percés ou de bérets délavés, ils faisaient davantage songer à des brigands de grand chemin qu'à d'honnêtes transporteurs. « C'est pourtant bien le 127, sentait l'oncle. Je n'ai pas pu me tromper à ce point. Si c'est votre Odon, c'est bien ça? Vous risquez d'attendre longtemps, on ne le connaît pas ici. » Abruti, le chef du clan de Marie leva la tête et vit se balancer au-dessus de la porte cochère qui avalait les pousse-pousse une enseigne portant le nom de la firme. Tramarkin, transport en tout genre. Carlos RC 34 677. Cela m'a bien l'air d'être une entreprise de transport, grommela entre ses dents le visiteur. Comment se fait-il qu'on n'y connaisse pas Odon? Le gaillard se serait-il joué de nous?